Salut les rétronautes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et toujours accompagné de Yota. Salut à toi. Je suis là. Et bah là, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, non, c'est pas grave, c'est moi aussi qui te coupe en même temps. Donc, on se coupe la parole les uns et les autres. C'est formidable. On s'écoute pas du tout. Mais bref, bienvenue chers rétronautes sur cette nouvelle vidéo et un nouveau concept second regard. Et cette fois, c'est que on revoit un épisode, le premier épisode d'une série animée qui a été diffusée il y a très longtemps. Donc forcément, les souvenirs se sont estompés avec le temps et donc pour se remettre dans le bain, on s'est regardé à nouveau le premier épisode de tout simplement, vous l'avez vu en miniature, Onisama et soit Très cher frère en français. Voilà. Une œuvre de Ryoko Ikeda, un manga qui date de 1975, mais là on va parler de son adaptation animée qui est arrivée en 93. Enfin 93 pour nous en France, mais 91 pour le Japon. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, première diffusion, et c'est un hasard total, c'est qu'au moment où vous regardez cette vidéo, et en fait, la première diffusion de cette série animée dans le Club Dorothée Vacances, et ben c'était le 23 avril. Et voilà. Et bah, plus de 30 ans plus tard, et ben on fait une vidéo dessus. Voilà, donc hasard total. Donc... Non, faut pas mentir à ceux qui nous regardent. On la prépare cette émission depuis un an pour tomber pile au bon moment. Il y a un an, j'étais pas dans cette seconde chaîne. Bref, revenons dans cette vidéo de second regard. On va présenter donc Club Dorothée qui a diffusé cette série animée qui n'a finalement diffusé que 7 épisodes mais qui en a doublé de 20. Ils se sont rendus compte, oula, on va où? Mais on va l'aborder un peu plus tard dans cette vidéo. Alors déjà, on va expliquer de quelle façon on l'a découverte. Donc, comment on l'a découverte. Donc, quel âge j'avais moi, quel âge avait Yota. Je te laisse la parole déjà. Quel âge avais-tu au moment de sa première diffusion dans le Club Dorothée? Eh ben, j'avais 19 ans. Eh oui, j'étais un petit vieux déjà. Donc, tu l'as découvert de quelle façon, en fait, que ça allait être diffusé dans le Club Dorothée. Donc, soit tombé par hasard ou... Bah voilà, tu as raison. Bah, en fait, comme beaucoup, et peut-être beaucoup moins par rapport à mon âge, moi j'avais donc 19 ans, je regardais quand même, quoi qu'il arrive, le Club Dorothée, qu'ils soient en vacances ou pas, ou que j'avais pas cours aussi, parce que pendant les vacances, certains étaient en cours, voilà, donc parfois moi. Et là, c'était les vacances, et donc j'ai découvert cette série-là parce qu'ils diffusaient des nouveautés pendant les vacances, et on ne savait pas s'ils allaient garder cette nouveauté par la suite. Ils les diffusaient, puis après ils regardaient le top, faisait un top, et si ça ne plaisait pas, il supprimait carrément la série. Il y a plein de séries qui avaient commencé avec quelques épisodes, je me souviens, et qu'on n'avait jamais eu la fin, des séries qu'on attendait. Bah, on peut citer Topikage ou Topigage. Oui, voilà, surtout Topikage, je me souviens de Topikage. C'est de la façon qu'on le prononce normalement à la japonaise. Topikage, donc a été, voilà, en fait tout ce qui est série mecha ou même des nouveaux Sentai, ils faisaient pas long feu. Non, voilà. Vraiment... Sentai c'était plus pour vendre des jouets. Oui, direct. Allez, on a vendu, laps de temps, hop, c'est bon, hop là. Pour citer quelques exemples, tout ce qui est Flashman, tout ça, on n'a jamais eu l'intégralité de la diffusion sur le Club Dorothée. Eh oui. Donc moi, je vais dire quel âge j'avais tout simplement 13 ans, donc j'étais adolescent. Et donc j'ai dû le découvrir, alors évidemment je pense que, voilà, je me resitue, je pense que oui, j'avais cours le mercredi, donc forcément comme tout jeune de cette époque, on enregistrait le Club Dorothée sur VHS, sans dire qu'on regardait le Club Dorothée évidemment. Hein, n'oublie pas que c'était diffusé pendant les vacances, donc normalement tu as peut-être les mêmes vacances. Et justement, à cette époque, dans quelle zone j'étais? J'étais dans la zone B, mais est-ce que j'étais dans la période de diffusion? Ce qui est fou quand même, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, le Club Dorothée diffusait pendant les vacances de la zone A, par exemple, il diffusait des animés. Et puis quand les vacances de la zone A terminaient et que la zone B commençait, ils rediffusaient les épisodes qu'ils avaient mis pendant la période de la zone, de la zone A. Qui est pas plus mal parce que forcément, tant mieux. Ça faisait de l'inédit pour tout le monde. Donc j'avais 13 ans, j'ai découvert donc ce premier épisode de Très cher frère, alias Onisama et en VO. Et donc évidemment, Chara Design. Alors déjà on va aborder tout de suite le Chara Design. Ah oui. Là je me suis refait l'épisode, comme tu l'as fait. Waouh! Mais ça n'a pas pris une ride. Franchement, c'est magnifique. On reconnaît donc le fameux duo à qui on leur doit Lydie Oscar, Akio Sugino, Akio Okara Design, Sugino et Osamu Dezaki à la réalisation. Voilà. Avec leur fameux plan, leur... on rappellera aussi que Akio Sugino et Osamu Dezaki, on leur doit L'île au trésor, Rémi sans famille, les Blackjack en OAV aussi, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Et Lydie Oscar que j'ai cité juste avant. Oscar, bien entendu. Et Cobra aussi, qu'ils étaient derrière. Oui, excusez-moi. Je l'ai dit juste avant, mais il n'écoute pas ce que je dis. Non, je suis concentré sur l'image. Mais il a rajouté ce que j'avais pas cité, l'île au trésor, les Blackjack et tout ça.
Donc revenons, maintenant, on a dit à quel moment on a découvert, à quel âge on avait exactement, donc évidemment il y a un écart d'âge. Ouais. Forcément on n'a pas la même perception, moi j'étais adolescent, tu étais jeune adulte à cette époque. C'est ça. Et donc qu'est-ce qu'on a retenu? Toi en tant que jeune adulte et moi en tant qu'adolescent. Qu'est-ce que tu as retenu de ce premier épisode à l'époque, je parle, attention. De ce que je me souviens, plutôt, parce que même si j'avais 19 ans, c'est quand même il y a très longtemps, il faut bien le dire quand même, c'est que j'étais pas très fan. Voilà, de cette série-là. Je trouvais que c'était beau, mais j'étais pas fan parce que c'était très, comment dire, ce qu'on va peut-être, on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'était très triste. C'est pas le mot très triste, mais c'était, je sais pas si beaucoup ont vu Candy, mais disons que la perception des personnages qui s'affrontent, qui se jauge et qui veut détruire l'autre parce qu'il veut être le plus fort, elle veut être il veut qu'elle soit la plus faible. Cette confrontation entre ces jeunes filles de bonne famille, ça me gênait en soi. Tu trouvais ça malsain? Ouais, je pense que ouais. Je pense que même moi, comme je pense qu'on en parlera tout à l'heure par rapport à d'autres, on était un petit peu gênés et je pense qu'on était peut-être trop jeunes, même moi encore, et peut-être aussi il fallait être un peu plus adulte pour apprécier complètement cette œuvre-là. Donc c'est ton ressenti que tu avais à l'époque. Moi, de ce que j'en ai en souvenir, c'est très très vague. Les souvenirs, c'est très très vague. Donc oui, j'en retiens une belle réalisation. Un scénario, évidemment, je rappelle que c'était en VF. Parce qu'après on va aborder la VO qu'on a regardé à nouveau cet épisode pour en parler dans cette vidéo, donc on l'a revu en VO, enfin du moins pour ma part, je pense aussi pour toi. Oui, uniquement en VO. Moi, je l'ai découvert donc en VF à l'époque, comme toi, à s'appeler donc le personnage féminin d'héroïne qui est au centre de cette série, c'est Nanako Mizono, Émilie Lambert, donc les fameux noms français, voilà. Qui rentre en fait, pour expliquer un peu l'histoire, elle a 15 ans, elle rentre dans un nouveau collège, et tu l'as dit juste avant, qui est un collège un peu de l'élite, voilà, de jeunes filles de bonne famille, mais que c'est des petites pestes entre elles si on poursuit la série. Voilà, donc j'ai très peu de souvenirs, voilà, c'est juste que je retiens le générique français de Francine Chantereau, qui était donc au générique français, mais voilà. Tu as très... le chanter? Non, je mets peut-être un extrait, peut-être, voilà, mais comme c'est AB derrière, je suis pas sûr de le faire. Donc très peu de souvenirs, c'est plus des visuels que j'ai vus dans un Dorothée Magazine. Moi, forcément, j'ai flashé sur le Cara Design, évidemment, Cara Design qu'on apprécie et qu'on a apprécié pour les œuvres qu'on a citées juste avant. Voilà, très peu de souvenirs, mais on va rentrer tout de suite dans le second regard de ce premier épisode de la série animée Très cher frère, en VO cette fois-ci, où là il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à la VF. Donc déjà, le générique qu'on va aborder, parce qu'évidemment, toute bonne série animée commence par un générique. Alors, il m'a dit en off quelque chose et je vais le laisser s'exprimer sur le générique. À toi, Yota. Alors, je n'ai pas pris les informations concernant l'opening et le ending. Donc, j'ai pas d'informations. On est qui chante, qui fait quoi. J'ai pas eu malheureusement le temps, j'en suis désolé. Tomi Takada qui fait le générique de début. En gros, c'est pas bien. Non, et qu'est-ce qu'il trouve c'est musicalement, c'est l'interprétation. C'est ultra plat. C'est plat, musicalement c'est plat. C'est plat. Est-ce que c'est aussi les images qui accompagnent cette musique? Non, enfin c'est très spécial. Hein. Très petite fille. Ah, excusez-moi, mais c'est compliqué. Mais c'est une série qui s'adresse aux filles. Ça se ressent. Oui, c'est un shoujo. Mais vraiment là, vous voyez, c'est vrai, c'est tiré d'un vrai shoujo et ça le ressent encore plus aujourd'hui, je pense. On en discutera aussi quand même par l'animation, même si c'est très beau, par la réalisation aussi. Parce que c'est chouette aussi, mais donc le générique, tu l'apprécies pas? L'opening non, là, franchement, j'aime pas. J'ai pas eu du tout d'affect dessus, mais vraiment pas du tout. Et pourtant, pour lui faire dégoûter un générique, il faut y aller. Et on l'a trouvé, ce fameux générique. Il y en a quelques-uns qui n'aiment pas, mais donc celui-ci en fait partie évidemment. Non. Voilà. Moi, pour répondre à la question, sans plus. Voilà, c'est un générique qui accompagne des images pour moi que je trouve ça spécial. Une poupée, une calèche, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est spécial. En même temps, ça installe un peu sur quoi on va avoir. Donc forcément, une sorte de rêve. Voilà. Et donc on arrive donc au début de l'épisode où on voit Nanako qui s'habille. Oui, c'est vrai. Qui s'habille, mais qu'en fait sa mère, non, tu peux pas y aller.
parce qu'elle avait choisi, qu'elle le dit plusieurs fois dans l'épisode, dans un collège où la tenue d'écolier n'est pas obligatoire, donc on peut venir comme on veut. Et donc, mais je peux te couper? Vas-y. Mais on est dans une famille de personnes aisées. La maman est habillée en kimono traditionnel, donc c'est une famille traditionnelle. Le père est habillé aussi en kimono. Le beau-père. Le beau, oui, c'est vrai en plus. Et c'est très important pour l'histoire et pour le titre français. Effectivement, et qui est aussi, bon là, il est très aimant. C'est effectivement son beau-père, mais il est très aimant, elle le dit elle-même. Elle adore son beau-papa, son papa, comme elle l'appelle, parce qu'elle l'a connu que très petite, en fait. Donc, du coup, pour elle, c'est quand même son père, quoi qu'il arrive. Et les habits, effectivement, c'est le code social qui est imposé par les parents. Dire non, tu vas quand même pas t'habiller, tu rentres dans une équipe, tu vas pas, faut que tu fasses une bonne impression. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. C'est, encore une fois, il y a ce côté un peu obsessionnel de ce genre de famille, qu'il faut que la représentation soit bonne pour la famille. On commence déjà un petit peu à ressentir de très loin, parce que ils s'aiment, on dirait en tous les cas, on voit qu'ils s'aiment, il n'y a pas de problématique de ce côté-là, et qu'une famille aimante, mais voilà, il y a le social, et c'est important. Donc, petit rappel aussi, si vous regardez cette vidéo, évidemment, on va faire du spoil. Je le tiens à le préciser, parce qu'on peut pas l'éviter. On va aborder des choses qu'on verra, qui se voient un peu plus un peu plus tard dans les épisodes, de ce qu'on peut discuter pendant qu'on parle. Mais voilà, après revenons à l'épisode, effectivement, avant, c'est pas vraiment sa tenue, on la voit petite fille en train de dire qui êtes-vous, parce qu'il y a une espèce de jeune homme qui la regarde étant petite, qui s'amuse avec sa pelle. C'est saoulant ça. Voilà. Ça c'était saoulant. Mais c'est vrai que quand j'ai revu l'épisode pour cette vidéo, pour l'enregistrement de cette vidéo, tu commences à ressentir ce que tu viens de dire, ce petit côté, ils sont forts les Japonais. On sent que ça va pas être bien en fait. Au fur et à mesure que tu vas regarder les épisodes, on rappelle 39 épisodes fait la série animée. Donc ce premier épisode, oui, installe des personnages, enfin certains personnages. Des personnages que tu prends pour des mecs, mais en fait c'est des femmes. C'est vrai, c'est injuste. C'est injuste. Quand elle parle la première fois, c'est le Tristan de vrai, de Lucilla Moyer Rock'n'Roll version très cher frère. Et même Nanako est surprise, elle fait hein, avec une voix de fan, c'est hein. Parce que quand tu regardes, franchement, alors physiquement, il y a moitié Lady Oscar, moitié Tristan. Voilà, c'est une fusion, quoi. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que excusez-nous, on va faire peut-être des blagues, mais voilà, excusez-nous, c'est juste le ressenti. Non, mais bien sûr que non, c'est un ressenti, mais en fait, elle est très masculine. Saint-Just est très masculine. Alors, comme on l'a dit, elle ressemble beaucoup à Lady Oscar parce que bon, voilà, c'est Ryoko Ikeda, donc elle a son style. Elle a son style effectivement, et elle a un petit touche, sauf que par moment. Suivant la position de la caméra, comme la perspective du personnage, elle va avoir plutôt un visage très masculin. Ouais. Et on a l'impression que c'est un homme, parce qu'elle s'habille comme un homme en plus. Ça rappelle autre chose. Je suis désolé, elle s'habille comme un homme. Et du coup, ça se demandait si. Ah non. Et du coup, voilà, je m'y perds, excusez-moi. Mais on se pose la question. Mais, oui, c'est pas grave, tu m'as pas fait de mal. Parce qu'en fait, ce qui choque, c'est pas vraiment le mot, mais disons qu'on voit beaucoup de jeunes filles dans ce collège qui sont jeunes filles. Et t'as des personnages principaux qui apparaissent, donc Kaoru, Saint-Just, elles sont très masculins dans le chara design. Après, c'est voulu. Kaoru, tu vois, c'est le personnage qui a les cheveux courts et qui sort d'une maladie. Kamino, Yumi, et qui fait du basket comme du slam dunk. Donc voilà, c'est ce qui ressort. Mais après, c'est la patte donc, de Ryoko Ikeda, et puis surtout accentué par le duo des Aki Sugino, évidemment. Donc forcément, mais c'est vrai que après t'entends la voix, tu dis ah ouais, d'accord, ok. Mais au départ, tu prends vraiment ça pour des hommes. Moi, en revoyant le premier épisode, je dis ah non, mais moi je pensais qu'il y avait au moins un mec dans le tas, mais en fait, c'est des jeunes femmes qui sont. Il n'y a que des femmes dans ce collège. Oui, c'est une école de jeunes filles. Hein, un lycée de jeunes filles. Voilà, et dans toute série de lycées de jeunes filles où il n'y a pas d'hommes, forcément, il y a des amitiés fortes qui se prononcent, qui arrivent dans ce genre de lycée, voilà. Parce que c'est souvent comme ça dans les shoujo aussi, hein, dans les anciens shoujo, peut-être déjà plus les anciens shoujo. Et mais là, c'est là où on va arriver dans la série en elle-même, comment elle a pu être perçue du coup en France et pas forcément au Japon. Non, pas j'ai un doute, mais
Au Japon, ça va, je pense qu'elle a dû bien fonctionner, mais je rajouterai les infos. Mais voilà, premier épisode qui installe donc les personnages et donc l'héroïne avec sa meilleure amie aussi. N'oublions pas qu'elle est pas toute seule dans le... Voilà. Elle intègre ce collège avec sa meilleure amie. Oui. Et évidemment, il y a des caractères et des personnages féminins qui ressortent. Notamment un personnage féminin, je ne sais plus son nom, mais je le mettrai en image, qui fait partie donc, qui est la présidente, on va dire, du cercle de la rose. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce cercle de la rose, qui est en fait, comme tu dis, une super élite? Oui, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit très bon en sport. Ils pourront faire des connaissances avec des bons partis pour plus tard. C'est ça aussi qui est mis en place, hein, c'est les bons partis. Voilà, c'est les meilleurs des meilleurs. Et dans cette série-là, dans le début de cette série, on apprend que seulement 10 jeunes filles pourront rentrer dans ce club. Mais qui va donc pouvoir rentrer dans ce club? Évidemment, on s'en doute un peu. On s'en doute un peu, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Le cercle de la rose, où ces jeunes filles font, c'est des enfants d'avocats, de médecins, de professeurs, enfin, tout ce qui est richissime. Voilà, donc ça installe. Voilà, donc on va passer à notre sujet pour ce premier épisode. Le très cher frère. Déjà, pourquoi parce que là, littéralement, je pense que le titre correspond à la française. Très cher frère. Je pense que c'est ça. Voilà, pour une fois, c'est pas Émilie et les filles. Parce que je rappelle que le personnage féminin en VF, c'est Émilie Lambert. Ça aurait pu être aussi Hélène et les garçons avant l'heure. Ça aurait pu qui sait? On sait pas, peut-être qu'il aurait pu la faire. Sachant que le vrai titre, c'est Oneami-sama, 3 petits points. C'est comme dans une lettre, très cher frère. Oui, parce qu'en fait, je suis content de te revoir. Elle s'exprime aussi en narration. Voilà. Elle écrit des lettres à quelqu'un, et je pense que c'est le personnage qu'on voit au début. Oui, celui qui s'enfuit, qui est jeune, et qu'on le revoit plus tard. Qu'on le revoit plus tard, je crois, vers la fin de l'épisode du premier épisode. C'est ça. Voilà. Et qui va justement, hasard total, se retrouver, je crois, dans le collège, si j'ai de ce que j'en ai compris. Voilà. Pour ce premier épisode, évidemment, j'ai pas regardé le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce second regard de ce premier épisode de Très cher frère? Est-ce que toi, déjà, ça te donne envie de continuer? Alors, je dois t'avouer que j'avais acheté le coffret, donc, à l'époque, il y a peut-être 10 ans, et je crois que c'est pendant le Covid que j'ai voulu le lancer à nouveau. J'ai fait quelques épisodes, mais ça devenait difficile pour moi de regarder cette série-là, pas à cause du contexte, mais à cause de ce que c'est que cette œuvre, en fait, en termes de... C'est un shoujo, mais très marqué, tellement marqué que là, je vais peut-être rentrer dans le dur par rapport à la réalisation. C'est que certes c'est une œuvre d'Osamu Dezaki, certes c'est beau, il y a des beaux plans comme le savent le faire Osamu Dezaki et des dessins de Akio Sugino crayonnés avec des arrêts sur image et tout. Il y a une animation où on voit la petite qui est sous la pluie avec son parapluie et qui rencontre le jeune garçon, tu sais, et qui tourne sur elle-même, et c'est une magnifique animation où elle fait une pirouette comme ça tout le temps en boucle. Mais tout est comme ça tout le temps, c'est-à-dire des fleurs qui volent, des machins. C'est shoujo à donf, mais vraiment à donf, c'est-à-dire Lucie l'amour avec un doigt, c'est un peu shoujo. Mais on arrive à accepter plein de trucs. Et là, c'est vraiment ultra marqué en termes de shoujo. Donc, ça ne va pas aller à tous les publics, je pense, de regarder cette œuvre-là, parce que c'est très, très, très marqué shoujo. Pour rebondir sur Lucie l'amour et rock'n'roll, pour moi c'est côté Lucie l'amour, si on apprécie de regarder ces animés, c'est le côté chanson, vie quotidienne, on va dire aussi. Alors que Onisama c'est élite quoi, oui. Voilà, il y a pas de gens lambda à part peut-être le personnage féminin central. C'est des gens qui vont se faire des coups fourrés tout le temps, parce que elle par exemple, on peut peut-être un peu avancer, je peux en parler. Oui, vas-y. C'est qu'elle va la petite Nanako va rentrer dans ce club parce que des personnes ont tiqué sur elle, on va dire d'une certaine manière, et ça va rendre jalouse une autre personne qu'on a vue qui va devenir une sorte la méchante de l'histoire, qui va Lavinia de service. Voilà. Mais en gros, celle qui va mettre, vous savez, des punaises dans les chaussures, des trucs comme ça, voilà, celle qui va embêter tout le temps. Et à côté, t'as encore une autre fille qui est ultra jalouse. Est-ce qu'on voit dans le premier épisode, est-ce que c'est la brune ou la rousse? La rousse, celle qui est dans le café. Ah, pas la Rousseau, hein, la rousse, on parle. Là, la brune, par contre, on la sent ultra excessive. On sait qu'elle veut qu'elle soit son amie, ça sera son amie, et elle sera exclusive à elle. Et donc, voilà. Déjà, il y a ce côté-là qui va... on sait que les rapports entre les différents personnages sont très complexes, très malsains, encore une fois, parce que oui, les personnages sont assez malsains. Il y a des histoires d'amour qui finiront mal, on peut le dire, mais vraiment mal. Voilà. Et c'est les thèmes justement de
ces finalités-là qui ne peuvent pas passer auprès des enfants. C'est pas l'heure pour passer ce genre de trucs, surtout que c'est très narratif, ça explique les choses, ça parle, et pas que on montre. Du coup, le fait de parler plus, de montrer, c'est une double couche qui est peut-être trop dure pour être diffusée dans une maison pour enfants comme le Club Dorothée, parce que ça reste des enfants qui regardent le Club Dorothée en majorité, et alors que ça aurait pu être très bien enfin, ça aurait été impossible, mais s'il y avait une émission du soir, c'était plus adapté, entre guillemets, voilà. Mais encore une fois, c'est beau, mais c'est tellement aussi excessif en réalisation type shoujo que pour moi, visuellement, c'est très compliqué à suivre. C'est pire que les shoujo des années 70. Vous voyez ce que je veux dire un peu, les fleurs, les machins, c'est encore pire. Mais ça reste Osamu Dezaki, c'est beau, mais c'est peut-être un peu trop, entre guillemets, élite, même dans la matière d'animation. Donc tu as donné ton côté de ta compréhension avec tes yeux d'adulte. Ouais. Et moi je vais donner mon côté aussi. Effectivement, moi je ressens ce côté malsain dès le départ. Mais sachant que je connaissais déjà l'œuvre depuis les années 90, forcément. Mais en revoyant cet épisode, ce premier épisode, oui, tu ressens ce côté malsain, on va se foutre des coups fourrés, quoi. C'est vraiment dans tout ce que tu peux trouver de œuvres qui mettent en avant la méchanceté de la nature humaine. Candy, les feux de l'amour. Mais oui, on ressent. Mais je donnerai ma réponse si moi ça me donne envie de revoir l'intégralité de la série animée et pourquoi pas faire après une vidéo pour en parler un peu plus en détail et peut-être pourquoi pas avec quelqu'un, une invitée ou un invité, après on verra bien. Donc moi, ouais, ce côté malsain en étant avec mon regard d'adulte, donc forcément on le sent encore plus parce que il y a du vécu derrière. Moi ça y est, j'ai 45 ans, donc forcément on comprend des choses qu'on ne comprenait pas forcément malgré qu'il y a eu que 7 épisodes. Mais je vous avoue que je n'ai pas revu l'épisode malgré que j'avais le coffret DVD dans ma DVD Tech, mais voilà. Mais j'ai revu les épisodes il y a peut-être un an, voilà. Maintenant, est-ce que ça me donne envie de revoir les épisodes? Ça, je répondrai à la fin. Maintenant, on va faire un petit côté musical. Oui. Est-ce que, alors, tu n'as pas aimé le générique début, mais est-ce que l'ambiance sonore, est-ce que ça te convient plus ou pas? Ah oui, là, c'est largement mieux parce que c'est un grand compositeur. Je te laisse le présenter en quelques mots. Alors déjà, je vous montre le CD qui est sorti en 2014. C'est un CD regroupant deux CD des musiques de la série complet. Donc je vous le montre un petit peu plus près, je sais pas si vous allez le voir. Sinon, je mettrai un visuel. Mettra la jaquette, voilà, je te les passerai, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc cette musique a été composée par Kentaro Haneda, le grand compositeur. Ça me parle, Kentaro Haneda, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Qu'est-ce qu'il a pu composer d'autre qui a pu accompagner d'ailleurs le réalisateur de cette série? On peut le dire. Vas-y, je te laisse donner la réponse. L'île au trésor, bien entendu, l'île au trésor. L'île au trésor, vous savez, voilà, la fameuse histoire, c'est un animé qui date des années 70, mais a été diffusé en France que dans les années 80 avec un super générique français. Ouais, exactement. Il est excellent. Et Kentaro Haneda, on l'a aussi entendu, bien entendu, pour la série Macross. Alors, on n'a jamais entendu, nous, la série Macross, sauf la musique de la série Macross, sauf si vous avez acheté le coffret DVD sorti à l'époque chez Déclic Images pour regarder en VO sous-titré les musiques de Macross qui s'appelle en France Robotech, donc avec des musiques américaines. Mais vous avez peut-être pu entendre aussi les musiques de Do You Remember My Love, le film tiré de la série de Macross et qui est sorti en France en cassette vidéo à l'époque dans les années 90 même, excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire que ce compositeur accompagne souvent ce duo d'Ezaki Sugino, parce que je vois qu'il a participé à Cobra aussi. Oui, c'est ça, voilà, Cobra. Non, mais après c'est plutôt Sherlock Holmes, du coup, la série canine, vous savez, avec les chiens, tout ça, et tout ce qui est les loups, voilà, Sherlock Holmes, avec au générique Amélie Morin en France. D'accord, oui. Tu te souviens de la série. Oui. Mais il a aussi contribué en fait à des musiques de vidéo de Wizard Ride, c'était sur la NES et la Super Nintendo au début des années 90. Et il a même fait partie de ceux qui ont pu, qui ont fait qu'on en a pu écouter en concert les musiques des jeux vidéo, par exemple, et plus tard aussi des animés. C'est grâce à lui parce qu'il a créé les premiers concerts aussi à l'époque. Et malheureusement, Kentaro Haneda nous a quittés, c'était en juin 2007 déjà, déçu d'un cancer. Malheureusement, voilà, il nous a quittés. Il avait aussi participé à du Yamato. Ah, voilà. D'accord. Donc vraiment, la musique est géniale. La musique est géniale, elle est orchestrale, on reconnaît son style. Est-ce que dans tes podcasts, tu as fait, donc, tu as abordé forcément Cobra, je crois, dans tes animés no Melody. Tout à fait. Dans ce qu'on a cité, tu as déjà fait quelques œuvres de ce compositeur. Macross. Et évidemment. Voilà, j'ai fait les principaux. Vous retrouverez le lien dans la description pour écouter ces podcasts
sur ce compositeur. Et donc, on va répondre à la question, même si tu as plus ou moins répondu. Maintenant, est-ce que ça nous donne envie de poursuivre, de redécouvrir Onisama ou Très cher frère en VF? Tu as plus ou moins répondu déjà tout à l'heure. Tu peux redonner. Je vais avoir du mal. Tu vas avoir du mal. Et moi, je vais avoir du mal, mais je peux essayer. Mais je dis garantis pas. Et ben moi, je vais donner ma réponse. Oui, ça me donne envie de continuer. J'aime bien me faire du mal. Voir qu'il y a plus malheureux que moi. Et voilà. Donc, redécouvrir à nouveau donc 39 épisodes, enfin 38 maintenant vu que j'ai vu le premier, 38 épisodes pour ce Très cher frère alias Onisama et en VO. Donc j'espère que ça vous a donné envie peut-être de découvrir cette série animée ou la redécouvrir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. On va conclure cette vidéo. Ton actu, mon cher Yota, au moment de la sortie de cette vidéo. Voilà, normalement à la sortie de cette vidéo, si j'ai pas de retard, vous pourrez découvrir les musiques justement de Oneami Sama, excusez-moi, donc Très cher frère. Comme quoi, tout était prévu d'avance. Ouais, sortie de cette vidéo le jour de la première diffusion dans le Club Dorothée, et puis comme par hasard, un podcast animé No Melody, je vous rappelle, .lepodcast.fr, c'est ça pour retrouver tes podcasts. Ou sur toutes les plateformes de streaming, tapez juste Anime Melody dans un podcast ou sur Deezer, Spotify ou autre. Et ben voilà. Eh bien, moi, cher rétronaute, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne Les Rétro Viewers. On partage, on commente, on like et on s'abonne. C'est fait pour. Sachez que sur cette chaîne, on va aborder toute l'animation japonaise rétro. La rétro japanimation, mais pas que ça. Il peut y avoir de la musique d'animé, on peut faire du top, on peut faire de la rétro view, enfin bref, tout ce qui est rétro. Ça sera sur cette chaîne et aborder vraiment des œuvres que je ne vois nulle part ailleurs sur YouTube. Personnellement, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne et surtout avec Yota qui apporte aussi son point de vue. C'est beaucoup mieux que de le faire en solo. Donc voilà, merci les rétronautes. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt les rétronautes. Bye bye.